Chapitre 19. De voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Mussard. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 19. Le lendemain, mardi 30 juin, à 6 heures, la descente fut reprise. Nous suivions toujours la galerie de lave, véritable rampe naturelle, douce comme ces plans inclinés qui remplacent encore l'escalier dans les vieilles maisons. Ce fut ainsi jusqu'à midi 17 minutes, instant précis où nous rejoignîmes Hans qui venait de s'arrêter. « Ah !» s'écria mon oncle. « Nous sommes parvenus à l'extrémité de la cheminée. » Je regardai autour de moi. Nous étions au centre d'un carrefour auquel deux routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites. Laquelle convenait-il de prendre? Il y avait là une difficulté. Cependant, mon oncle ne voulut paraître hésiter ni devant moi, ni devant le guide. Il désigna le tunnel de l'Est, et bientôt nous y étions enfoncés tous les trois. D'ailleurs, toute hésitation devant ce double chemin se serait prolongée indéfiniment, car nul indice ne pouvait déterminer le choix de l'un ou de l'autre. Il fallait s'en remettre absolument au hasard. La pente de cette nouvelle galerie était peu sensible, et sa section fort inégale. Parfois, une succession d'arceaux se déroulait devant nos pas, comme les contre-nefs d'une cathédrale gothique. Les artistes du Moyen-Âge auraient pu étudier là toutes les formes de cette architecture religieuse qui a l'ogive pour générateur. Un mille plus loin, notre tête se courbait sous les cintres surbaissés du style roman, et de gros piliers engagés dans le massif pliaient sous la retombée des voûtes. À de certains endroits, cette disposition faisait place à de basses substructions, qui ressemblaient aux ouvrages des castors, et nous nous glissions en rampant à travers d'étroits boyaux. La chaleur se maintenait à un degré supportable. Involontairement, je songeais à son intensité, quand les laves vomies par le Sneffels se précipitaient par cette route si tranquille aujourd'hui. Je m'imaginais les torrents de feu brisés aux angles de la galerie et l'accumulation des vapeurs surchauffées dans cet étroit milieu. Pourvu, pensai-je, que le vieux volcan ne vienne pas à se reprendre d'une fantaisie tardive. Ces réflexions je ne les communiquai point à l'oncle Lidenbrock. Il ne les eût pas comprises. Son unique pensée était d'aller en avant. Il marchait, il glissait, il dégringolait même, avec une conviction qu'après tout il valait mieux admirer. À 6 heures du soir, après une promenade peu fatigante, nous avions gagné 2 lieues dans le sud, mais à peine un quart de mille en profondeur. Mon oncle donna le signal du repos. On mangea sans trop causer, et l'on s'endormit sans trop réfléchir. Nos dispositions pour la nuit étaient fort simples. Une couverture de voyage dans laquelle on se roulait composait toute la literie. Nous n'avions à redouter ni froid, ni visite importune. Les voyageurs qui s'enfoncent au milieu des déserts de l'Afrique, au sein des forêts du Nouveau Monde, sont forcés de se veiller les uns les autres pendant les heures du sommeil. Mais ici, solitude absolue et sécurité complète. Sauvages ou bêtes féroces, aucune de ces races malfaisantes n'était à craindre. On se réveilla le lendemain frais et dispos. La route fut reprise. Nous suivions un chemin de lave comme la veille. Impossible de reconnaître la nature des terrains qu'il traversait. Le tunnel, au lieu de s'enfoncer dans les entrailles du globe, tendait à devenir absolument horizontal. Je crus remarquer même qu'il remontait vers la surface de la terre. Cette disposition devint si manifeste vers 10 heures du matin et par suite si fatigante que je fus forcé de modérer notre marche. « Eh bien, Axel, dit impatiemment le professeur. « Eh bien, je n'en peux plus, répondis-je. « Quoi? Après 3 heures de promenade sur une route si facile? » Facile, je ne dis pas non, mais fatigante à coup sûr. Comment, quand nous n'avons qu'à descendre? À monter, ne vous en déplaise. Ah, à monter, fit mon oncle en haussant les épaules. Sans doute, depuis une demi-heure, les pentes se sont modifiées, et à les suivre ainsi, nous reviendrons certainement à la terre d'Islande. Le professeur remua la tête en homme qui ne veut pas être convaincu. J'essayai de reprendre la conversation. Il ne me répondit pas et donna le signal du départ. Je vis bien que son silence n'était que de la mauvaise humeur concentrée. Cependant, j'avais repris mon fardeau avec courage, et je suivais rapidement Hans, que précédait mon oncle.
Je tenais à ne pas être distancé. Ma grande préoccupation était de ne point perdre mes compagnons de vue. Je frémissais à la pensée de m'égarer dans les profondeurs de ce labyrinthe. D'ailleurs, la route ascendante devenait plus pénible. Je m'en consolais en songeant qu'elle me rapprochait de la surface de la terre. C'était un espoir. Chaque pas le confirmait. À midi, un changement d'aspect se produisit dans les parois de la galerie. Je m'en aperçus à l'affaiblissement de la lumière électrique réfléchie par les murailles. Au revêtement de lave succédait la roche vive. Le massif se composait de couches inclinées et souvent disposées verticalement. Nous étions en pleine époque de transition, en pleine période silurienne. Ainsi nommée parce que les terrains de cette période sont fort étendus en Angleterre, dans les contrées habitées autrefois par la peuplade celtique des Silures. C'est évident, m'écriai-je, les sédiments des eaux ont formé à la seconde époque de la terre ces schistes, ces calcaires et ces grès. Nous tournons le dos au massif granitique. Nous ressemblons à des gens de Hambourg qui prendraient le chemin de Hanovre pour aller à Lübeck. J'aurais dû garder pour moi mes observations, mais mon tempérament de géologue l'emporta sur la prudence, et l'oncle Lidenbrock entendit mes exclamations. Qu'as-tu donc dit-il. Voyez répondis-je en lui montrant la succession variée des grès, des calcaires et les premiers indices des terrains ardoisés. Eh bien, nous voici arrivés à cette période pendant laquelle ont apparu les premières plantes et les premiers animaux. Ah, tu penses? Mais regardez, examinez, observez. Je forçai le professeur à promener sa lampe sur les parois de la galerie. Je m'attendais à quelque exclamation de sa part, mais loin de là, il ne dit pas un mot et continua sa route. M'avait-il compris ou non? Ne voulait-il pas convenir par amour-propre d'oncle et de savant qu'il s'était trompé en choisissant le tunnel de l'Est? Ou tenait-il à reconnaître ce passage jusqu'à son extrémité? Il était évident que nous avions quitté la route des laves et que ce chemin ne pouvait conduire au foyer du Sneffels. Cependant, je me demandais si je n'accordais pas une trop grande importance à cette modification des terrains. Ne me trompais-je pas moi-même? Traversions-nous réellement ces couches de roches superposées au massif granitique? Si j'ai raison, pensai-je, je dois trouver quelques débris de plantes primitives, et il faudra bien me rendre à l'évidence. Cherchons. Je n'avais pas fait 100 pas que des preuves incontestables s'offrirent à mes yeux. Cela devait être, car à l'époque silurienne, les mers renfermaient plus de 1500 espèces végétales ou animales. Mes pieds, habitués au sol dur des laves, foulèrent tout à coup une poussière faite de débris de plantes et de coquilles. Sur les parois se voyaient distinctement des empreintes de fucus et de lycopodes. Le professeur Lidenbrock ne pouvait s'y tromper, mais il fermait les yeux, j'imagine, et continuait son chemin d'un pas invariable. C'était de l'entêtement poussé hors de toute limite. Je n'y tins plus. Je ramassai une coquille, parfaitement conservée, qui avait appartenu à un animal à peu près semblable au cloporte actuel. Puis je rejoignis mon oncle et je lui dis « Voyez !» Eh bien, répondit-il tranquillement, c'est la coquille d'un crustacé de l'ordre disparu des trilobites, pas autre chose. Mais n'en concluez-vous pas ce que tu conclus toi-même? Si, parfaitement. Nous avons abandonné la couche de granit et la route des laves. Il est possible que je me sois trompé, mais je ne serai certain de mon erreur qu'au moment où j'aurai atteint l'extrémité de cette galerie. Vous avez raison d'agir ainsi, mon oncle, et je vous approuverais fort si nous n'avions à craindre un danger de plus en plus menaçant. Et lequel? Le manque d'eau. Eh bien, nous nous rationnerons, Axel. Fin du chapitre 19. Enregistré par Nathalie Mussard. Chapitre 20 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Sébès. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne, chapitre 20. En effet, il fallut se rationner. Notre provision ne pouvait durer plus de 3 jours. C'est ce que je reconnus le soir au moment du souper. Et fâcheuse expectative, nous avions peu d'espoir de rencontrer quelques sources vives dans ces terrains de l'époque de transition. Pendant toute la journée du lendemain, la galerie déroula devant nos pas ses interminables arceaux.
Nous marchions presque sans mot dire. Le mutisme de Hans nous gagnait. La route ne montait pas, du moins d'une façon sensible. Parfois même elle semblait s'incliner. Mais cette tendance, peu marquée d'ailleurs, ne devait pas rassurer le professeur, car la nature des couches ne se modifiait pas, et la période de transition s'affirmait davantage. La lumière électrique faisait splendidement étinceler les schistes, le calcaire et les vieux grès rouges des parois. On aurait pu se croire dans une tranchée ouverte au milieu du Devonshire, qui donna son nom à ce genre de terrain. Des spécimens de marbre magnifiques revêtaient les murailles, les uns d'un gris agate avec des veines blanches capricieusement accusées, les autres de couleur incarnat ou d'un jaune taché de plaques rouges, plus loin des échantillons de ces griottes à couleur sombre, dans lesquelles le calcaire se relevait en nuances vives. La plupart de ces marbres offraient des empreintes d'animaux primitifs. Mais depuis la veille, la création avait fait un progrès évident. Au lieu des trilobites rudimentaires, j'apercevais des débris d'un ordre plus parfait, entre autres des poissons ganoïdes et des sauroptéris, dans lesquels l'œil du paléontologiste a su découvrir les premières formes du reptile. Les mers dévoniennes étaient habitées par un grand nombre d'animaux de cette espèce, et elles les déposèrent par milliers sur les roches de nouvelles formations. Il devenait évident que nous remontions l'échelle de la vie animale dont l'homme occupe le sommet, mais le professeur Lidenbrock ne paraissait pas y prendre garde. Il attendait deux choses: ou qu'un puits vertical vînt à s'ouvrir sous ses pieds et lui permettre de reprendre sa descente, ou qu'un obstacle l'empêchât de continuer cette route. Mais le soir arriva sans que cette espérance se fût réalisée. Le vendredi, après une nuit pendant laquelle je commençais à ressentir les tourments de la soif, notre petite troupe s'enfonça de nouveau dans les détours de la galerie. Après 10 heures de marche, je remarquai que la réverbération de nos lampes sur les parois diminuait singulièrement. Le marbre, le schiste, le calcaire, les grès des murailles faisaient place à un revêtement sombre et sans éclat. À un moment où le tunnel devenait fort étroit, je m'appuyai sur sa paroi. Quand je retirai ma main, elle était entièrement noire. Je regardai de plus près. Nous étions en pleine houillère. « Une mine de charbon !» m'écriai-je. « Une mine sans mineur !» répondit mon oncle. « Eh, qui sait ?» « Moi, je sais, » répliqua le professeur d'un ton bref. « Et je suis certain que cette galerie percée à travers ces couches de houille n'a pas été faite de la main des hommes. Mais que ce soit ou non l'ouvrage de la nature, cela m'importe peu. L'heure du souper est venue, soupons. » Hans prépara quelques aliments. Je mangeai à peine et je bus les quelques gouttes d'eau qui formaient ma ration. La gourde du guide à demi pleine, voilà tout ce qui restait pour désaltérer 3 hommes. Après leur repas, mes 2 compagnons s'étendirent sur leur couverture et trouvèrent dans le sommeil un remède à leur fatigue. Pour moi, je ne pus dormir et je comptai les heures jusqu'au matin. Le samedi, à 6 heures, on repartit. 20 minutes plus tard, nous arrivions à une vaste excavation. Je reconnus alors que la main de l'homme ne pouvait pas avoir creusé cette houillère. Les voûtes en eussent été étancenées, et véritablement, elles ne se tenaient que par un miracle d'équilibre. Cette espèce de caverne comptait 100 pieds de largeur sur 150 de hauteur. Le terrain avait été violemment écarté par une commotion souterraine. Le massif terrestre, cédant à quelques puissantes poussées, s'était disloqué, laissant ce large vide où des habitants de la terre pénétraient pour la première fois. Toute l'histoire de cette période houillère était écrite sur ces sombres parois, et un géologue en pouvait suivre facilement les phases diverses. Les lits de charbon étaient séparés par des strates de grès ou d'argile compacte et comme écrasés par les couches supérieures. À cet âge du monde qui précéda l'époque secondaire, la terre se recouvrit d'immenses végétations dues à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante. Une atmosphère de vapeur enveloppait le globe de toutes parts, lui dérobant encore les rayons du soleil. De là cette conclusion que les hautes températures ne provenaient pas de ce foyer nouveau. Peut-être même l'astre du jour n'était-il pas prêt à jouer son rôle éclatant. Les climats n'existaient pas encore, et une chaleur torride se répandait à la surface entière du globe, égale à l'équateur et au pôle. D'où venait-elle? De l'intérieur du globe. En dépit des théories du professeur Lidenbrock, un feu violent couvait dans les entrailles du sphéroïde. Son action se faisait sentir jusqu'aux dernières couches de l'écorce terrestre. Les plantes, privées des bienfaisantes effluves du soleil, ne donnaient ni fleurs ni parfums, mais leurs racines puisaient une vie forte dans les terrains brûlants des premiers jours. Il y avait peu d'arbres, des plantes herbacées seulement, d'immenses gazons,
des fougères, des lycopodes, des sigillaires, des astérophilites, famille rare dont les espèces se comptaient alors par milliers. Or, c'est précisément à cette exubérante végétation que la houille doit son origine. L'écorce élastique du globe obéissait au mouvement de la masse liquide qu'elle recouvrait. De là des fissures, des affaissements nombreux, les plantes entraînées sous les eaux formèrent peu à peu des amas considérables. Alors intervint l'action de la chimie naturelle, au fond des mers. Les masses végétales se firent tourbes d'abord, puis grâce à l'influence des gaz et sous le feu de la fermentation, elles subirent une minéralisation complète. Ainsi se formèrent ces immenses couches de charbon que la consommation de tous les peuples pendant de longs siècles encore ne parviendra pas à épuiser. Ces réflexions me revenaient à l'esprit pendant que je considérais les richesses houillères accumulées dans cette portion du massif terrestre. Celles-ci, sans doute, ne seront jamais mises à découvert. L'exploitation de ces mines reculées demanderait des sacrifices trop considérables. À quoi bon d'ailleurs quand la houille est répandue pour ainsi dire à la surface de la terre dans un grand nombre de contrées? Aussi, telle je voyais ces couches intactes, telle elles seraient encore lorsque sonnerait la dernière heure du monde. Cependant nous marchions, et seul de mes compagnons j'oubliais la longueur de la route pour me perdre au milieu de considérations géologiques. La température restait sensiblement ce qu'elle était pendant notre passage au milieu des laves et des schistes. Seulement mon odorat était affecté par une odeur fort prononcée de protocarbures d'hydrogène. Je reconnus immédiatement dans cette galerie la présence d'une notable quantité de ce fluide dangereux auquel les mineurs ont donné le nom de grisou, et dont l'explosion a si souvent causé d'épouvantables catastrophes. Heureusement, nous étions éclairés par les ingénieux appareils de Ruhmkorff. Si par malheur nous avions imprudemment exploré cette galerie et la torche à la main, une explosion terrible eût fini le voyage en supprimant les voyageurs. Cette excursion dans la houillère dura jusqu'au soir. Mon oncle contenait à peine l'impatience que lui causait l'horizontalité de la route. Les ténèbres, toujours profondes à 20 pas, empêchaient d'estimer la longueur de la galerie, et je commençais à la croire interminable, quand soudain, à 6 heures, un mur se présenta inopinément à nous. À droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y avait aucun passage. Nous étions arrivés au fond d'une impasse. « Eh bien, tant mieux !» s'écria mon oncle. « Je sais au moins à quoi m'en tenir. Nous ne sommes pas sur la route de Saknussemm, et il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Prenons une nuit de repos, et avant 3 jours nous aurons regagné le point où les 2 galeries se bifurquent. »« Oui, dis-je, si nous en avons la force. Et pourquoi non? Parce que demain l'eau manquera tout à fait. » « Et le courage manquera-t-il aussi ?» fit le professeur en me regardant d'un œil sévère. Je n'osais lui répondre. Fin du chapitre 20. Enregistré par Sébès. Chapitre 21 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 21. Le lendemain, le départ eut lieu de grand matin. Il fallait se hâter. Nous étions à 5 jours de marche du carrefour. Je ne m'absentirai pas sur les souffrances de notre retour. Mon oncle les supporta avec la colère d'un homme qui ne se sent pas le plus fort. Hans avec la résignation de sa nature pacifique. Moi, je l'avoue, me plaignant et me désespérant, je ne pouvais avoir de cœur contre cette mauvaise fortune. Ainsi que je l'avais prévu, l'eau fit tout à fait défaut à la fin du premier jour de marche. Notre provision liquide se réduisit alors à du genièvre. Mais cette infernale liqueur brûlait le gosier, et je ne pouvais même en supporter la vue. Je trouvais la température étouffante, la fatigue me paralysait. Plus d'une fois, je faillis tomber sans mouvement. On faisait halte alors, mon oncle l'Islandais me réconfortait de leur mieux, mais je voyais déjà que le premier réagissait péniblement contre l'extrême fatigue et les tortures nées de la privation d'eau. Enfin le mardi, 8 juillet, en nous traînant sur les genoux, sur les mains, nous arrivâmes à demi-mort au point de jonction des 2 galeries. Là, je demeurais comme une masse inerte, étendue sur le sol de lave. Il était 10 heures du matin. Hans et mon oncle, accotés à la paroi,
essayèrent de grignoter quelques morceaux de biscuit. De longs gémissements s'échappaient de mes lèvres tuméfiées. Je tombai dans un profond assoupissement. Au bout de quelque temps, mon oncle s'approcha de moi et me souleva entre ses bras. « Pauvre enfant !» murmurait-il avec un véritable accent de pitié. Je fus touché de ces paroles, n'étant pas habitué aux tendresses du farouche professeur. Je saisis ses mains frémissantes dans les miennes. Il se laissa faire en me regardant, ses yeux étaient humides. Je le vis alors prendre la gourde suspendue à son côté. À ma grande stupéfaction, il l'approcha de mes lèvres. « Bois, fit-il. Avais-je bien entendu? Mon oncle était-il fou? Je le regardais d'un air hébété. Je ne voulais pas le comprendre. Bois, reprit-il. Et relevant sa gourde, il la vida tout entière entre mes lèvres. Ô jouissance infinie! Une gorgée d'eau vint humecter ma bouche en feu, une seule, mais elle suffit à rappeler en moi la vie qui s'échappait. Je remerciai mon oncle en joignant les bras. Oui, fit-il, une gorgée d'eau. La dernière, entends-tu bien? La dernière. Je l'avais précieusement gardée au fond de ma gourde. 20 fois, 100 fois, j'ai dû résister à mon effrayant désir de la boire. Mais non, Axel, je la réservais pour toi. Mon oncle, murmurai-je pendant que de grosses larmes mouillaient mes yeux. Oui, pauvre enfant, je savais qu'à ton arrivée à ce carrefour, tu tomberais à demi-mort, et j'ai conservé mes dernières gouttes d'eau pour te ranimer. Merci, merci, m'écriai-je. Si peu que ma soif fut apaisée, j'avais cependant retrouvé quelque force. Les muscles de mon gosier, contractés jusqu'alors, se détendaient. L'inflammation de mes lèvres s'était adoucie, je pouvais parler. Voyons, dis-je, nous n'avons maintenant qu'un parti à prendre. L'eau nous manque, il faut revenir sur nos pas. Pendant que je parlais ainsi, mon oncle évitait de me regarder. Il baissait la tête, ses yeux fuyaient les miens. Il faut revenir, m'écriai-je, et reprendre le chemin du Sneffel. Que Dieu nous donne la force de remonter jusqu'au sommet du cratère. Revenir, fit mon oncle comme s'il répondait plutôt à lui qu'à moi-même. Oui, revenir, et sans perdre un instant. Il y eut un moment de silence assez long. Ainsi donc, Axel, reprit le professeur d'un ton bizarre, ces quelques gouttes d'eau ne t'ont pas rendu le courage et l'énergie? Le courage! Je te vois abattu comme un vent et faisant encore entendre des paroles de désespoir. À quel homme avais-je affaire et quel projet son esprit audacieux formait-il encore? Quoi, vous ne voulez pas? Renoncer à cette expédition, au moment où tout annonce qu'elle peut réussir? Jamais! Alors il faut se résigner à périr. Non, Axel, non. Pars. Je ne veux pas ta mort. Que Hans t'accompagne. Laisse-moi seul. Vous abandonner? Laisse-moi, te dis-je. J'ai commencé ce voyage, je l'accomplirai jusqu'au bout où je n'en reviendrai pas. Va-t'en, Axel, va-t'en. Mon oncle parlait avec une extrême surexcitation. Sa voix, un instant attendrie, redevenait dure et menaçante. Il luttait avec une sombre énergie contre l'impossible. Je ne voulais pas l'abandonner au fond de cet abîme, et d'un autre côté, l'instinct de la conservation me poussait à le fuir. Le guide suivait cette scène avec son indifférence accoutumée. Il comprenait cependant ce qui se passait entre ses deux compagnons. Nos gestes indiquaient assez la voie différente où chacun de nous essayait d'entraîner l'autre. Mais Hans semblait s'intéresser peu à la question dans laquelle son existence se trouvait en jeu. Prêt à partir si l'on donnait le signal du départ, prêt à rester à la moindre volonté de son maître. Que ne pouvais-je en cet instant me faire entendre de lui? Mes paroles, mes gémissements, mon accent auraient eu raison de cette froide nature. Ces dangers, que le guide ne paraissait pas soupçonner, je les lui eusse fait comprendre et toucher du doigt. À nous deux, nous aurions peut-être convaincu l'entêté professeur. Au besoin, nous l'aurions contraint à regagner les hauteurs du Sneffel. Je m'approchai de Hans, j'ai mis ma main sur la sienne, il ne bougea pas. Je lui montrai la route du cratère, il demeura immobile. Ma figure haletante disait toutes mes souffrances. L'Islandais remua doucement la tête, et désignant tranquillement mon oncle, « Master, fit-il. Le maître, m'écriai-je, insensé. Non, il n'est pas le maître de ta vie, il faut fuir, il faut l'entraîner. M'entends-tu? Me comprends-tu? J'avais saisi Hans par le bras,
Je voulais l'obliger à se lever, je luttais avec lui. Mon oncle intervint. Du calme, Axel, dit-il. Tu n'obtiendras rien de cet impassible serviteur. Ainsi, écoute ce que j'ai à te proposer. Je me croisai les bras en regardant mon oncle bien en face. Le manque d'eau, dit-il, m'est seul obstacle à l'accomplissement de mes projets. Dans cette galerie de l'Est, faite de lave, de schiste, de houille, nous n'avons pas rencontré une seule molécule liquide. Il est possible que nous soyons plus heureux en suivant le tunnel de l'Ouest. Je secouai la tête avec un air de profonde incrédulité. Écoute-moi jusqu'au bout, reprit le professeur en forçant la voix. Pendant que tu gisais là, sans mouvement, j'ai été reconnaître la conformation de cette galerie. Elle s'enfonce directement dans les entrailles du globe, et en peu d'heures, elle nous conduira au massif granitique. Là, nous devons rencontrer des sources abondantes. La nature de la roche le veut ainsi, et l'instinct est d'accord avec la logique pour appuyer ma conviction. Or, voici ce que j'ai à te proposer. Quand Colomb a demandé 3 jours à ses équipages pour trouver les nouvelles terres, ces équipages, malades, épouvantés, ont cependant fait droit à sa demande, et il a découvert le nouveau monde. Moi, le Colomb de ces régions souterraines, je ne te demande qu'1 jour encore. Si ce temps écoulé, je n'ai pas rencontré l'eau qui nous manque, je te le jure, nous reviendrons à la surface de la terre. En dépit de mon irritation, je fus ému de ces paroles et de la violence que se faisait mon oncle pour tenir un pareil langage. Eh bien, m'écriai-je, qu'il soit fait comme vous le désirez, et que Dieu récompense votre énergie surhumaine. Vous n'avez plus que quelques heures à tenter le sort. En route. Fin du chapitre 21. Chapitre 22 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 22. La descente recommença cette fois par la nouvelle galerie. Hans marchait en avant, selon son habitude. Nous n'avions pas fait 100 pas que le professeur, promenant sa lampe le long des murailles, s'écriait « Voilà les terrains primitifs! Nous sommes dans la bonne voie! Marchons, marchons !» Lorsque la Terre se refroidit peu à peu au premier jour du monde, la diminution de son volume produisit dans l'écorce des dislocations, des ruptures, des retraits, des fendilles. Le couloir actuel était une fissure de ce genre, par laquelle s'épanchait autrefois le granit éruptif. Ces 1000 détours formaient un inextricable labyrinthe à travers le sol primordial. À mesure que nous descendions, la succession des couches composant le terrain primitif apparaissait avec plus de netteté. La science géologique considère ce terrain primitif comme la base de l'écorce minérale, et elle a reconnu qu'il se compose de 3 couches différentes, les schistes, les gneiss, les micaschistes, reposant sur cette roche inébranlable qu'on appelle le granit. Or, jamais minéralogiste ne s'était rencontré dans des circonstances aussi merveilleuses pour étudier la nature sur place. Ce que la sonde, machine inintelligente et brutale, ne pouvait rapporter à la surface du globe de sa texture interne, nous allions l'étudier de nos yeux, le toucher de nos mains. À travers l'étage des schistes colorés de belles nuances vertes, serpentaient des filons métalliques de cuivre, de manganèse avec quelques traces de platine et d'or. Je songeais à ces richesses enfouies dans les entrailles du globe et dont l'avidité humaine n'aura jamais la jouissance. Ces trésors, les bouleversements des premiers jours, les ont enterrés à de telles profondeurs que ni la pioche ni le pic ne sauront les arracher à leur tombeau. Aux schistes succédèrent les gneiss, d'une structure stratiforme, remarquable par la régularité et le parallélisme de leurs feuillets, puis les micaschistes, disposés en grandes lamelles rehaussées à l'œil par les scintillations du mica blanc. La lumière des appareils, répercutée par les petites facettes de la masse rocheuse, croisait ces jets de feu sous tous les angles, et je m'imaginais voyager à travers un diamant creux dans lequel les rayons se brisaient en 1000 éblouissements. Vers 6 heures du soir,
cette fête de la lumière vint à diminuer sensiblement, presque à cesser. Les parois prirent une teinte cristallisée, mais sombre. Le mica se mélangea plus intimement au feldspath et au quartz pour former la roche par excellence, la pierre dure entre toutes, celle qui supporte, sans en être écrasée, les 4 étages de terrain du globe. Nous étions murés dans l'immense prison de granit. Il était 8 heures du soir. L'eau manquait toujours. Je souffrais horriblement. Mon oncle marchait en avant. Il ne voulait pas s'arrêter. Il tendait l'oreille pour surprendre les murmures de quelque source. Mais rien. Cependant mes jambes refusaient de me porter. Je résistais à mes tortures pour ne pas obliger mon oncle à faire halte. C'eût été pour lui le coup du désespoir, car la journée finissait, la dernière qui lui appartint. Enfin mes forces m'abandonnèrent. Je poussai un cri et je tombai. « À moi! Je meurs !» Mon oncle revint sur ses pas. Il me considéra en croisant ses bras, puis ces paroles sourdes sortirent de ses lèvres. « Tout est fini. » Un effrayant geste de colère frappa une dernière fois mes regards, et je fermai les yeux. Lorsque je les rouvris, j'aperçus mes 2 compagnons immobiles et roulés dans leurs couvertures. Dormaient-ils? Pour mon compte, je ne pouvais trouver un instant de sommeil. Je souffrais trop, et surtout de la pensée que mon mal devait être sans remède. Les dernières paroles de mon oncle retentissaient dans mon oreille. Tout était fini. Car dans un pareil état de faiblesse, il ne fallait même pas songer à regagner la surface du globe. Il y avait 1 lieue et demie d'écorce terrestre. Il me semblait que cette masse pesait de tout son poids sur mes épaules. Je me sentais écrasé, et je m'épuisais en efforts violents pour me retourner sur ma couche de granit. Quelques heures se passèrent. Un silence profond régnait autour de nous, un silence de tombeau. Rien n'arrivait à travers ces murailles, dont la plus mince mesurait 5000 d'épaisseur. Cependant, au milieu de mon assoupissement, je crus entendre un bruit. L'obscurité se faisait dans le tunnel. Je regardai plus attentivement, et il me sembla voir l'Islandais qui disparaissait, la lampe à la main. Pourquoi ce départ? Hans nous abandonnait-il? Mon oncle dormait. Je voulus crier. Ma voix ne put trouver passage entre mes lèvres desséchées. L'obscurité était devenue profonde, et les derniers bruits venaient de s'éteindre. « Hans nous abandonne !» m'écriai-je. « Hans! Hans !» Ces mots, je les criais en moi-même. Ils n'allaient pas plus loin. Cependant, après le premier instant de terreur, j'eus honte de mes soupçons contre un homme dont la conduite n'avait rien eu jusque-là de suspect. Son départ ne pouvait être une fuite. Au lieu de remonter la galerie, il la descendait. De mauvais desseins l'eussent entraîné en haut, non en bas. Ce raisonnement me calma un peu, et je revins à un autre ordre d'idées. Hans, cet homme paisible, un motif grave avait pu seul l'arracher à son repos. Allait-il donc à la découverte? Avait-il entendu pendant la nuit silencieuse quelques murmures dont la perception n'était pas arrivée jusqu'à moi? Fin du chapitre 22. Chapitre 23 de Voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 23. Pendant 1 heure, j'imaginais dans mon cerveau en délire toutes les raisons qui avaient pu faire agir le tranquille chasseur. Les idées les plus absurdes s'enchevêtrèrent dans ma tête. Je crus que j'allais devenir fou. Mais enfin un bruit de pas se produisit dans les profondeurs du gouffre. Hans remontait. La lumière incertaine commençait à glisser sur les parois, puis elle déboucha par l'orifice du couloir. Hans parut. Il s'approcha de mon oncle, lui mit la main sur l'épaule et l'éveilla doucement. Mon oncle se leva. « Qu'est-ce donc ?» fit-il. « Vatten, » répondit le chasseur. Il faut croire que sous l'inspiration des violentes douleurs, chacun devient polyglotte.
Je ne savais pas un seul mot de danois, et cependant je compris d'instinct le mot de notre guide. De l'eau, de l'eau, m'écriai-je en battant des mains, en gesticulant comme un insensé. De l'eau, répétait mon oncle. Va, demanda-t-il à l'Islandais. Ned, répondit Hans. Où? En bas. Je comprenais tout. J'avais saisi les mains du chasseur et je les pressais, tandis qu'il me regardait avec calme. Les préparatifs du départ ne furent pas longs, et bientôt nous descendions un couloir dont la pente atteignait 2 pieds par toise. 1 heure plus tard, nous avions fait 1000 toises environ et descendu 2000 pieds. En ce moment, nous entendions distinctement un son inaccoutumé courir dans les flancs de la muraille granitique, une sorte de mugissement sourd, comme un tonnerre éloigné. Pendant cette première demi-heure de marche, ne rencontrant point la source annoncée, je sentais les angoisses me reprendre. Mais alors mon oncle m'apprit l'origine des bruits qui se produisaient. Hans ne s'est pas trompé, dit-il. Ce que tu entends là, c'est le mugissement d'un torrent. Un torrent? M'écriai-je. Il n'y a pas à en douter. Un fleuve souterrain circule autour de nous. Nous hâtâmes le pas, surexcités par l'espérance. Je ne sentais plus ma fatigue. Ce bruit d'une eau murmurante me rafraîchissait déjà. Le torrent, après s'être longtemps soutenu au-dessus de notre tête, courait maintenant dans la paroi de gauche, mugissant et bondissant. Je passais fréquemment ma main sur le roc, espérant y trouver des traces de suintement ou d'humidité, mais en vain. 1 demi-heure s'écoula encore. 1 demi-lieue fut encore franchie. Il devint alors évident que le chasseur, pendant son absence, n'avait pu prolonger ses recherches au-delà. Guidé par un instinct particulier aux montagnards, aux hydroscopes, il sentit ce torrent à travers le roc, mais certainement il n'avait point vu le précieux liquide. Il ne s'y était pas désaltéré. Bientôt même il fut constant que, si notre marche continuait, nous nous éloignerions du torrent dont le murmure tendait à diminuer. On rebroussa chemin. Hans s'arrêta à l'endroit précis où le torrent semblait être le plus rapproché. Je m'assis près de la muraille, tandis que les eaux couraient à 2 pieds de moi avec une violence extrême. Mais un mur de granit nous en séparait encore. Sans réfléchir, sans me demander si quelque moyen n'existait pas de se procurer cette eau, je me laissai aller à un premier moment de désespoir. Hans me regarda, et je crus voir un sourire apparaître sur ses lèvres. Il se leva et prit la lampe. Je le suivis. Il se dirigea vers la muraille. Je le regardai faire. Il colla son oreille sur la pierre sèche et la promena lentement, en écoutant avec le plus grand soin. Je compris qu'il cherchait le point précis où le torrent se faisait entendre plus bruyamment. Ce point, il le rencontra dans la paroi latérale de gauche, à 3 pieds au-dessus du sol. Combien j'étais ému! Je n'osais deviner ce que voulait faire le chasseur. Mais il fallut bien le comprendre et l'applaudir et le presser de mes caresses, quand je le vis saisir son pic pour attaquer la roche elle-même. « Sauvé !» m'écriai-je. « Sauvé !» Oui, répétait mon oncle avec frénésie. Hans a raison. Ah, le brave chasseur! Nous n'aurions pas trouvé cela. Je le crois bien. Un pareil moyen, quelque simple qu'il fût, ne nous serait pas venu à l'esprit. Rien de plus dangereux que de donner un coup de pioche dans cette charpente du globe. Et si quelque éboulement allait se produire qui nous écraserait? Et si le torrent, se faisant jour à travers le roc, allait nous envahir? Ces dangers n'avaient rien de chimérique. Mais alors les craintes d'éboulement ou d'inondation ne pouvaient nous arrêter, et notre soif était si intense que, pour l'apaiser, nous eussions creusé au lit même de l'océan. Hans se mit à ce travail, que ni mon oncle ni moi nous n'eussions accompli. L'impatience emportant notre main, la roche eût volé en éclats sous ses coups précipités. Le guide, au contraire, calme et modéré, usa peu à peu le rocher par une série de petits coups répétés, creusant une ouverture large d'1 demi-pied. J'entendais le bruit du torrent s'accroître, et je croyais déjà sentir l'eau bienfaisante rejaillir sur mes lèvres. Bientôt le pic s'enfonça de 2 pieds dans la muraille de granit. Le travail durait depuis plus d'1 heure. Je me tordais d'impatience.
Mon oncle voulait employer les grands moyens. J'eus de la peine à l'arrêter, et déjà il saisissait son pic, quand soudain un sifflement se fit entendre. Un jet d'eau s'élança de la muraille et vint se briser sur la paroi opposée. Hans, à demi renversé par le choc, ne put retenir un cri de douleur. Je compris pourquoi lorsque, plongeant mes mains dans le jet liquide, je poussai à mon tour une violente exclamation. La source était bouillante. « De l'eau à 100 degrés ?» m'écriai-je. « Eh bien, elle refroidira, » répondit mon oncle. Le couloir s'emplissait de vapeur, tandis qu'un ruisseau se formait et allait se perdre dans les sinuosités souterraines. Bientôt après, nous y puisions notre première gorgée. Ah, quelle jouissance! Quelle incomparable volupté! Qu'était cette eau? D'où venait-elle? Peu importait, c'était de l'eau, et, quoique chaude encore, elle ramenait au cœur la vie prête à s'échapper. Je buvais sans m'arrêter, sans goûter même. Ce ne fut qu'après 1 minute de délectation que je m'écriai « Eh, mais c'est de l'eau ferrugineuse !»« Excellente pour l'estomac, » répliqua mon oncle, « et d'une haute minéralisation. Voilà un voyage qui vaudra celui de Spa ou de Teplitz. »« Ah, que c'est bon !»« Je le crois bien, une eau puisée à 2 lieues sous terre, elle a un goût d'encre qui n'a rien de désagréable. Une fameuse ressource que Hans nous a procurée là. Aussi, je propose de donner son nom à ce ruisseau salutaire. »« Bien, » m'écriai-je. Et le nom de Hansbach fut aussitôt adopté. Hans n'en fut pas plus fier. Après s'être modérément rafraîchi, il s'accota dans un coin, avec son calme accoutumé. « Maintenant, dis-je, il ne faudrait pas laisser perdre cette eau. »« À quoi bon ?» répondit mon oncle. « Je soupçonne la source d'être intarissable. »« Qu'importe, remplissons l'outre et les gourdes, puis nous essayerons de boucher l'ouverture. » Mon conseil fut suivi. Hans, au moyen d'éclats de granit et d'étoupe, essaya d'obstruer l'entaille faite à la paroi. Ce ne fut pas chose facile. On se brûlait les mains sans y parvenir. La pression était trop considérable, et nos efforts demeurèrent infructueux. Il est évident, dis-je, que les nappes supérieures de ce cours d'eau sont situées à une grande hauteur, à en juger par la force du jet. « Cela n'est pas douteux, » répliqua mon oncle. « Il y a là 1000 atmosphères de pression, si cette colonne d'eau a 32 000 pieds de hauteur. Mais il me vient une idée. »« Laquelle ? » ?»« Pourquoi nous entêter à boucher cette ouverture ? » ?»« Mais parce que... » J'aurais été embarrassé de trouver une bonne raison. « Quand nos gourdes seront vides, sommes-nous assurés de trouver à les remplir ? » ?»« Non, évidemment. »« Eh bien, laissons couler cette eau. Elle descendra naturellement et guidera ceux qu'elle rafraîchira en route. »« Voilà qui est bien imaginé !» m'écriai-je. « Et avec ce ruisseau pour compagnon, il n'y a plus aucune raison pour ne pas réussir dans nos projets. »« Ah, tu y viens, mon garçon !» dit le professeur en riant. « Je fais mieux que d'y venir, j'y suis. Un instant, commençons par prendre quelques heures de repos. » J'oubliais vraiment qu'il fit nuit. Le chronomètre se chargea de me l'apprendre. Bientôt chacun de nous, suffisamment restauré et rafraîchi, s'endormit d'un profond sommeil. Fin du chapitre 23. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en février 2012. Chapitre 24 du voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 24. Le lendemain, nous avions déjà oublié nos douleurs passées. Je m'étonnai tout d'abord de n'avoir plus soif, et j'en demandai la raison. Le ruisseau, qui coulait à mes pieds en murmurant, se chargea de me répondre. On déjeuna et l'on but de cette excellente eau ferrugineuse. Je me sentais tout ragaillardi et décidé à aller loin. Pourquoi un homme convaincu comme mon oncle ne réussirait-il pas, avec un guide industrieux comme Hans et un neveu déterminé comme moi? Voilà les belles idées qui se glissaient dans mon cerveau.
on me proposait de remonter à la cime du Sneffels, que j'aurais refusé avec indignation. Mais il n'était heureusement question que de descendre. Partons, m'écriai-je, en éveillant par mes accents enthousiastes les vieux échos du globe. La marche fut reprise le jeudi à 8 heures du matin. Le couloir de granit, se contenant en sinueux détours, présentait des coudes inattendus et affectait l'imbroglio d'un labyrinthe. Mais, en somme, sa direction principale était toujours le sud-est. Mon oncle ne cessait de consulter avec le plus grand soin sa boussole pour se rendre compte du chemin parcouru. La galerie s'enfonçait presque horizontalement, avec 2 pouces de pente par toise tout au plus. Les ruisseaux couraient sans précipitation en murmurant sous nos pieds. Je le comparais à quelque génie familier qui nous guidait à travers la terre, et de la main je caressais la tiède naïade dont les chants accompagnaient nos pas. Ma bonne humeur prenait volontiers une tournure mythologique. Quant à mon oncle, il pestait comme l'horizontalité de la route, lui l'homme des verticales. Son chemin s'allongeait indéfiniment, et au lieu de glisser le long du rayon terrestre, suivant son expression, il s'en allait par l'hypoténuse. Mais nous n'avions pas le choix, et tant que l'on gagnait vers le centre, si peu que ce fût, il ne fallait pas se plaindre. D'ailleurs, de temps à autre, les pentes s'abaissaient. La naïade se mettait à dégringoler en mugissant, et nous descendions plus profondément avec elle. En somme, ce jour-là et le lendemain, on fit beaucoup de chemin horizontal et relativement peu de chemin vertical. Le vendredi soir, 10 juillet, d'après les cimes, nous devions être à 30 lieues au sud-est de Reykjavik et à une profondeur de 2 lieues et demie. Sous nos pieds s'ouvrit alors un puits assez effrayant. Mon oncle ne put s'empêcher de battre des mains en calculant la roideur de ces pentes. « Voilà qui nous mènera loin !» s'écria-t-il, et facilement, car les saillies du roc font un véritable escalier. Les cordes furent disposées par Hans de manière à prévenir tout accident. La descente commença. Je n'ose l'appeler périlleuse, car j'étais déjà familiarisé avec ce genre d'exercice. Ce puits était une fente étroite pratiquée dans le massif, du genre de celle qu'on appelle faille. La contraction de la charpente terrestre, à l'époque de son refroidissement, l'avait évidemment produite. Si elle servit autrefois de passage aux matières éruptives vomies par le Sneffels, je ne m'expliquais pas comment celles-ci n'y laissèrent aucune trace. Nous descendions une sorte de vis tournante qu'on eût cru faite de la main des hommes. De quart d'heure en quart d'heure, il fallait s'arrêter pour prendre un repos nécessaire et rendre à nos jarrets leur élasticité. On s'asseyait alors sur quelques saillies, les jambes pendantes, on causait en mangeant, et l'on se désaltérait au ruisseau. Il va sans dire que dans cette faille, le Hansbach s'était fait cascade au détriment de son volume, mais il suffisait et au-delà à étanger notre soif. D'ailleurs, avec les déclivités moins accusées, il ne pouvait manquer de reprendre son cours paisible. En ce moment, il me rappelait mon digne oncle, ses impatiences et ses colères, tandis que par les pentes adoucies, c'était le calme du chasseur islandais. Le 6 et le 7 juillet, nous suivîmes les spirales de cette faille, pénétrant encore de 2 lieues dans l'écorce terrestre, ce qui faisait près de 5 lieues au-dessus du niveau de la mer. Mais le 8, vers midi, la faille prit, dans la direction du sud-est, une inclinaison beaucoup plus douce, environ 45 degrés. Le chemin devint alors aisé et d'une parfaite monotonie. Il était difficile qu'il en fût autrement. Le voyage ne pouvait être varié par les incidents du paysage. Enfin, le mercredi 15, nous étions à 7 lieues sous terre et à 50 lieues environ du Sneffels. Bien que nous fussions un peu fatigués, nos santés se maintenaient dans un état rassurant
et la pharmacie du voyage était encore intacte. Mon oncle tenait heure par heure les indications de la boussole, du chronomètre, du manomètre et du thermomètre, celles-là qu'il a publiées dans le récit scientifique de son voyage. Il pouvait donc se rendre facilement compte de sa situation. Lorsqu'il m'apprit que nous étions à une distance horizontale de 50 lieues, je ne pus retenir une exclamation. « Qu'as-tu donc » demanda-t-il. « Rien, seulement je fais une réflexion. »« Laquelle, mon garçon ?»« C'est que, si vos calculs sont exacts, nous ne sommes plus sous Islande. »« Crois-tu » ? Il est facile de nous en assurer. Je pris mes mesures au compas sur la carte. Je ne me trompais pas, dis-je. Nous avons dépassé le cap Portland, et ces 50 lieues dans le sud-est nous mettent en pleine mer. Sur la pleine mer, répliqua mon oncle en se frottant les mains. Ainsi, m'écriai-je, l'océan s'étend au-dessus de notre tête. Bah, Axel, rien de plus naturel. N'y a-t-il pas à Newcastle des mines de charbon qui s'avancent sur les flots? Le professeur pouvait trouver cette situation fort simple, mais la pensée de me promener sur la masse des eaux ne laissa pas de me préoccuper. Et cependant que les plaines et les montagnes de l'Islande fussent suspendues sur notre tête, ou les flots de l'Atlantique, cela différait peu, en somme, du moment que la charpente granitique était solide. Du reste, je m'habituai promptement à cette idée, car le couloir, tantôt droit, tantôt sinueux, capricieux dans ses pentes comme dans ses détours, mais toujours courant au sud-est et toujours s'enfonçant davantage, nous conduisit rapidement à de grandes profondeurs. 4 jours plus tard, le samedi 18 juillet, le soir, nous arrivâmes à une espèce de grotte assez vaste. Mon oncle remit à Hans ses 3 rixdales hebdomadaires, et il fut décidé que le lendemain serait un jour de repos. Fin du chapitre 24. Chapitre 25 du voyage au centre de la Terre. Ceci est un enregistrement LibreVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 25. Je me réveillai donc le dimanche matin sans cette préoccupation habituelle d'un départ immédiat. Et, quoique ce fût au plus profond des abîmes, cela ne laissait pas d'être agréable. D'ailleurs, nous étions faits à cette existence de troglodytes. Je ne pensais guère au soleil, aux étoiles, à la lune, aux arbres, aux villes, à toutes ces superfluités terrestres dont l'être sublimaire s'est fait une nécessité. En notre qualité de fossiles, nous faisions fi de ces inutiles merveilles. La grotte formait une vaste salle. Sur son sol granitique coulait doucement le ruisseau fidèle. À une pareille distance de sa source, son eau n'avait plus que la température ambiante et se laissait boire sans difficulté. Après le déjeuner, le professeur voulut consacrer quelques heures à mettre en ordre ses notes quotidiennes. D'abord, dit-il, je vais faire des calculs, afin de relever exactement notre situation. Je veux pouvoir, au retour, tracer une carte de notre voyage, une sorte de section verticale du globe, qui donnera le profil de l'expédition. Ce sera fort curieux, mon oncle, mais vos observations auront-elles un degré suffisant de précision? Oui, j'ai noté avec soin les angles et les pentes. Je suis sûr de ne point me tromper. Voyons d'abord où nous sommes. Prends la boussole et observe la direction qu'elle indique. Je regardai l'instrument, et après un examen attentif, je répondis est-quart, sud-est. Bien, fit le professeur en notant l'observation et en établissant quelques calculs rapides. J'en conclus que nous avons fait 85 lieues depuis notre point de départ. Ainsi, nous voyageons sur l'Atlantique? Parfaitement. Et dans ce moment, une tempête s'y déchaîne peut-être,
et des navires sont secoués sur notre tête par les flots et l'ouragan? Cela se peut. Et les baleines viennent frapper de leur queue les murailles de notre prison? Sois tranquille, Axel. Elles ne parviendront pas à l'ébranler. Mais revenons à nos calculs. Nous sommes dans le sud-est, à 85 lieues de la base du Sneffels, et d'après mes notes précédentes, j'estime à 16 lieues la profondeur atteinte. 16 lieues, m'écriai-je. Sans doute. Mais c'est l'extrême limite assignée par la science à l'épaisseur de l'écorce terrestre. Je ne dis pas non. Et ici, suivant la loi de l'accroissement de la température, une chaleur de 1500 degrés devrait exister. Devrait, mon garçon. Et tout ce granit ne pourrait se maintenir à l'état solide et serait en pleine fusion. Tu vois qu'il n'est rien et que les faits, suivant leur habitude, viennent démentir les théories. Je suis forcé d'en convenir, mais enfin, cela m'étonne. Qu'indique le thermomètre? 27 degrés 6 dixièmes. Il s'en manque donc de 1474 degrés 4 dixièmes, que les savants n'aient raison. Donc, l'accroissement proportionnel de la température est une erreur. Donc, Humphrey Davy ne se trompait pas. Donc, je n'ai pas eu tort de l'écouter. Qu'as-tu à répondre? Rien. À la vérité, j'aurais eu beaucoup de choses à dire. Je n'admettais la théorie de Davy en aucune façon. Je tenais toujours pour la chaleur centrale, bien que je ne ressentisse point les effets. J'aimais mieux admettre, en vérité, que cette cheminée d'un volcan éteint, recouverte par les laves d'un enduit réfractaire, ne permettait pas à la température de se propager à travers ses parois. Mais, sans m'arrêter à chercher des arguments nouveaux, je me bornai à prendre la situation telle qu'elle était. Mon oncle, repris-je, je tiens pour exact tous vos calculs, mais permettez-moi d'en tirer une conséquence rigoureuse. Va, mon garçon, à ton aise. Au point où nous sommes, sous la latitude de l'Islande, le rayon terrestre est de 1583 lieues à peu près. 1583 lieues et un tiers. Mettons 1600 lieues en chiffre rond. Sur un voyage de 1600 lieues, nous en avons fait 12, comme tu dis, et cela au prix de 85 lieues de diagonale. Parfaitement. En 20 jours environ. En 20 jours. Or, 16 lieues font le centième du rayon terrestre. À continuer ainsi, nous mettrons donc 2000 jours ou près de 5 ans et demi à descendre. Le professeur ne répondit pas. Sans compter que, si une verticale de 16 lieues s'achète par une horizontale de 80, cela fera 8000 lieues dans le sud-est, et il y aura longtemps que nous serons sortis par un point de la circonférence avant d'en atteindre le centre. Au diable tes calculs, répliqua mon oncle avec un mouvement de colère. Au diable tes hypothèses. Sur quoi reposent-elles? Que te dit que ce couloir ne va pas directement à notre but? D'ailleurs, j'ai pour moi un précédent. Ce que je fais là, un autre l'a fait, et où il a réussi, je réussirai à mon tour. Je l'espère, mais enfin, il m'est bien permis. Il t'est permis de te taire, Axel, quand tu voudras déraisonner de la sorte. Je vis bien que le terrible professeur menaçait de reparaître sous le pot de l'oncle, et je me tins pour averti. Maintenant, reprit-il, consulte le manomètre. Qu'indique-t-il? Une pression considérable. Bien. Tu vois qu'en descendant doucement et nous habituant peu à peu à la densité de cette atmosphère, nous n'en souffrons aucunement. Aucunement, sauf quelques douleurs d'oreille. Ce n'est rien, et tu feras disparaître ce malaise en mettant l'air extérieur en communication rapide avec l'air contenu dans tes poumons. Parfaitement, répondis-je, bien décidé à ne plus contrarier mon oncle. Il y a même un plaisir véritable à se sentir plongé dans cette atmosphère plus dense. Avez-vous remarqué avec quelle intensité le son s'y propage? Sans doute, un sourd finirait par y entendre à merveille.
mais cette densité augmentera sans aucun doute. Oui, suivant une loi assez peu déterminée, il est vrai que l'intensité de la pesanteur diminuera à mesure que nous descendrons. Tu sais que c'est à la surface même de la Terre qu'en son action se fait le plus vivement sentir, et qu'au centre du globe les objets ne pèsent plus. Je le sais, mais dites-moi, cet air ne finira-t-il pas par acquérir la densité de l'eau? Sans doute, sous une pression de 710 atmosphères. Et plus bas? Plus bas, cette densité s'accroîtra encore. Comment descendrons-nous alors? Eh bien, nous mettrons des cailloux dans nos poches. Ma foi, mon oncle, vous avez réponse à tout. Je n'osais pas aller plus avant dans le champ des hypothèses, car je me serais encore heurté à quelque impossibilité qui eût fait bondir le professeur. Il était évident, cependant, que l'air, sous une pression qui pouvait atteindre les milliards d'atmosphères, finirait par passer à l'état solide, et alors, en admettant que nos corps eussent résisté, il faudrait s'arrêter, en dépit de tous les raisonnements du monde. Mais je ne fis pas valoir cet argument. Mon oncle m'aurait encore repoussé par son éternel saknussemm, pressé de sans valeur, car, en tenant pour avéré le voyage du savant islandais, il y avait une chose bien simple à répondre. Au XVIe siècle, ni le baromètre ni le manomètre n'étaient inventés. Comment donc Saknussemm avait-il pu déterminer son arrivée au centre du globe? Mais je gardai cette objection pour moi, et j'attendis les événements. Le reste de la journée se passa en calculs et en conversation. Je fus toujours de l'avis du professeur Lidenbrock, et j'enviai la parfaite indifférence de Hans, qui, sans chercher les effets et les causes, s'en allait aveuglément où le menait la destinée. Fin du chapitre 25. Chapitre 26 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Voyage au centre de la Terre, par Jules Verne, chapitre 26. Il faut l'avouer, les choses jusqu'ici se passaient bien, et j'aurais eu mauvaise grâce à me plaindre. Si la moyenne des difficultés ne s'accroissait pas, nous ne pouvions manquer d'atteindre notre but. Et quelle gloire alors! J'en étais arrivé à faire ces raisonnements à la Lidenbrock. Sérieusement. Cela tenait-il au milieu étrange dans lequel je vivais? Peut-être. Pendant quelques jours, des pentes plus rapides, quelques-unes même d'une effrayante verticalité, nous engagèrent profondément dans le massif interne. Par certaines journées, on gagnait 1 lieue et demie à 2 lieues vers le centre. Descentes périlleuses, pendant lesquelles l'adresse de Hans et son merveilleux sang-froid nous furent très utiles. Cet impassible Islandais se dévouait avec un incompréhensible sans-façon, et, grâce à lui, plus d'un mauvais pas fut franchi dont nous ne serions pas sortis seuls. Par exemple, son mutisme s'augmentait de jour en jour. Je crois même qu'il nous gagnait. Les objets extérieurs ont une action réelle sur le cerveau. Qui s'enferme entre 4 murs finit par perdre la faculté d'associer les idées et les mots. Que de prisonniers cellulaires devenus imbéciles, sinon fous, par le défaut d'exercice des facultés pensantes. Pendant les 2 semaines qui suivirent notre dernière conversation, il ne se produisit aucun incident digne d'être rapporté. Je ne retrouve dans ma mémoire, et pour cause, qu'un seul événement d'une extrême gravité. Il m'eût été difficile d'en oublier le moindre détail. Le 7 août, nos descentes successives nous avaient amenés à une profondeur de 30 lieues. C'est-à-dire qu'il y avait sur notre tête 30 lieues de rocs, d'océans, de continents et de villes. Nous devions être alors à 200 lieues de l'Islande. Ce jour-là, le tunnel suivait un plan peu incliné. Je marchais en avant. Mon oncle portait l'un des 2 appareils de Ruhmkorff et moi l'autre. J'examinais les couches de granit. Tout à coup, en me retournant, je m'aperçus que j'étais seul. Bon, pensai-je, j'ai marché trop vite, ou bien Hans et mon oncle se sont arrêtés en route.
allons, il faut les rejoindre. Heureusement, le chemin ne monte pas sensiblement. Je revins sur mes pas. Je marchais pendant un quart d'heure, je regardais, personne. J'appelais, point de réponse. Ma voix se perdit au milieu des caverneux échos qu'elle éveilla soudain. Je commençai à me sentir inquiet. Un frisson me parcourut tout le corps. Un peu de calme, dis-je à haute voix. Je suis sûr de retrouver mes compagnons. Il n'y a pas de route. Or, j'étais en avant, retournons en arrière. Je remontai pendant une demi-heure. J'écoutais si quelque appel ne m'était pas adressé, et dans cette atmosphère si dense, il pouvait m'arriver de loin. Un silence extraordinaire régnait dans l'immense galerie. Je m'arrêtai. Je ne pouvais croire à mon isolement. Je voulais bien être égaré, non perdu. Égaré, on se retrouve. Voyons, répétai-je, puisqu'il n'y a qu'une route, puisqu'ils la suivent, je dois les rejoindre. Il suffira de remonter encore. À moins que, ne me voyant pas et oubliant que je les devançais, ils n'aient eu la pensée de revenir en arrière. Eh bien, même dans ce cas, en me hâtant, je les retrouverai, c'est évident. Je répétais ces derniers mots comme un homme qui n'est pas convaincu. D'ailleurs, pour associer ces idées si simples et les réunir sous forme de raisonnement, je dus employer un temps fort long. Un doute me prit alors. Étais-je bien en avant? Certes, Hans me suivait, précédant mon oncle. Il s'était même arrêté pendant quelques instants pour rattacher ses bagages sur son épaule. Ce détail me revenait à l'esprit. C'est à ce moment même que j'avais dû continuer ma route. D'ailleurs, pensai-je, j'ai un moyen sûr de ne pas m'égarer, un fil pour me guider dans ce labyrinthe et qui ne saurait casser, mon fidèle ruisseau. Je n'ai qu'à remonter son cours, et je retrouverai forcément les traces de mes compagnons. Ce raisonnement me ranima, et je résolus de me remettre en marche sans perdre un instant. Combien je bénis alors la prévoyance de mon oncle, lorsqu'il empêcha le chasseur de boucher l'entaille faite à la paroi de granit. Ainsi cette bienfaisante source, après nous avoir désaltérés pendant la route, allait me guider à travers les sinuosités de l'écorce terrestre. Avant de remonter, je pensai qu'une ablution me ferait quelque bien. Je me baissai donc pour plonger mon front dans l'eau du Hansbach. Que l'on juge de ma stupéfaction, je foulais un granit sec et raboteux. Le ruisseau ne coulait plus à mes pieds. Fin du chapitre 26. Chapitre 27 de Voyage au centre de la Terre. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne. Chapitre 27. Je ne puis peindre mon désespoir. Nul mot de la langue humaine ne rendrait mes sentiments. J'étais enterré vif, avec la perspective de mourir dans les tortures de la faim et de la soif. Machinalement, je promenais mes mains brûlantes sur le sol. Que ce roc me sembla desséché. Mais comment avais-je abandonné le cours du ruisseau? Car enfin, il n'était plus là. Je compris alors la raison de ce silence étrange quand j'écoutais pour la dernière fois si quelque appel de mes compagnons ne parviendrait pas à mon oreille. Ainsi, au moment où mon premier pas s'engagea dans la route imprudente, je ne remarquai point cette absence du ruisseau. Il est évident qu'à ce moment, une bifurcation de la galerie s'ouvrit devant moi, tandis que le Hansbach, obéissant aux caprices d'une autre pente, s'en allait avec mes compagnons vers des profondeurs inconnues. Comment revenir? De traces, il n'y en avait pas. Mon pied ne laissait aucune empreinte sur ce granit. Je me brisais la tête à chercher la solution de cet insoluble problème. Ma situation se résumait en un seul mot: perdu. Oui, perdu à une profondeur qui me semblait incommensurable. Ces 30 lieues d'écorce terrestre pesaient sur mes épaules d'un poids épouvantable. Je me sentais écrasé. J'essayais de ramener mes idées aux choses de la terre. C'est à peine si je pus y parvenir. Hambourg, la maison de Königstrasse, ma pauvre Graüben, tout ce monde sous lequel je m'égarais passa rapidement devant mon souvenir effaré. Je revis dans une vive hallucination les incidents du voyage, la traversée, l'Islande, M. Fridriksson, le Sneffels. Je me dis que si, dans ma position, je conservais encore l'ombre d'une espérance,
ce serait signe de folie, et qu'il valait mieux désespérer. En effet, quelle puissance humaine pouvait me ramener à la surface du globe et disjoindre ces voûtes énormes qui s'arc-boutaient au-dessus de ma tête? Qui pouvait me remettre sur la route du retour et me réunir à mes compagnons? « Oh, mon oncle !» m'écriai-je avec l'accent du désespoir. Ce fut le seul mot de reproche qui me vint aux lèvres, car je compris ce que le malheureux homme devait souffrir en me cherchant à son tour. Quand je me vis ainsi, en dehors de tout secours humain, incapable de rien tenter pour mon salut, je songeai au secours du ciel. Les souvenirs de mon enfance, ceux de ma mère que je n'avais connus qu'au temps des baisers, revinrent à ma mémoire. Je recourus à la prière, quelque peu de droit que j'eusse d'être entendu du Dieu auquel je m'adressais si tard, et je l'implorai avec ferveur. Ce retour vers la Providence me rendit un peu de calme, et je pus concentrer sur ma situation toutes les forces de mon intelligence. J'avais pour 3 jours de vivres, et ma gourde était pleine. Cependant, je ne pouvais rester seul plus longtemps. Mais fallait-il monter ou descendre? Monter, évidemment, monter toujours. Je devais arriver ainsi au point où j'avais abandonné la source, à la funeste bifurcation. Là, une fois le ruisseau sous les pieds, je pourrais toujours regagner le sommet du Sneffels. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt? Il y avait évidemment là une chance de salut. Le plus pressé était donc de retrouver le cours du Hansbach. Je me levai et, m'appuyant sur mon bâton ferré, je remontai la galerie. La pente en était assez raide. Je marchais avec espoir et sans embarras, comme un homme qui n'a pas de choix du chemin à suivre. Pendant une demi-heure, aucun obstacle n'arrêta mes pas. J'essayais de reconnaître ma route à la forme du tunnel, à la saillie de certaines roches, à la disposition des anfractuosités. Mais aucun signe particulier ne frappait mon esprit, et je reconnus bientôt que cette galerie ne pouvait me ramener à la bifurcation. Elle était sans issue. Je me heurtai contre un mur impénétrable, et je tombai sur le roc. De quelle épouvante, de quel désespoir je fus saisi alors, je ne saurais le dire. Je demeurai anéanti. Ma dernière espérance venait de se briser contre cette muraille de granit. Perdu dans ce labyrinthe dont les sinuosités se croisaient en tous sens, je n'avais plus à tenter une fuite impossible. Il fallait mourir de la plus effroyable des morts. Et, chose étrange, il me vint à la pensée que, si mon corps fossilisé se retrouvait un jour, sa rencontre à 30 lieues dans les entrailles de terre soulèverait de graves questions scientifiques. Je voulus parler à voix haute, mais de rauques accents passèrent seuls entre mes lèvres desséchées. Je haletais. Au milieu de ces angoisses, une nouvelle terreur vint s'emparer de mon esprit. Ma lampe s'était faussée en tombant. Je n'avais aucun moyen de la réparer. Sa lumière pâlissait et allait me manquer. Je regardais le courant lumineux s'amoindrir dans le serpentin de l'appareil. Une procession d'ombres mouvantes se déroula sur les parois assombries. Je n'osais plus abaisser ma paupière, craignant de perdre le moindre atome de cette clarté fugitive. À chaque instant, il me semblait qu'elle allait s'évanouir et que le noir m'envahissait. Enfin, une dernière lueur trembla dans la lampe. Je la suivis, je l'aspirai du regard, je concentrai sur elle toute la puissance de mes yeux, comme sur la dernière sensation de lumière qu'il leur fût donné d'éprouver, et je demeurai plongé dans les ténèbres immenses. Quel cri terrible m'échappa! Sur terre, au milieu des plus profondes nuits, la lumière n'abandonne jamais entièrement ses droits. Elle est diffuse, elle est subtile, mais, si peu qu'il en reste, la rétine de l'œil finit par l'apercevoir. Ici, rien. L'ombre absolue faisait de moi un aveugle dans toute l'acception du mot. Alors ma tête se perdit. Je me relevai, les bras en avant, essayant les tâtonnements les plus douloureux. Je me pris à fuir, précipitant mes pas au hasard dans cet inextricable labyrinthe, descendant toujours, courant à travers la croûte terrestre, comme un habitant des failles souterraines, appelant, criant,
hurlant, bientôt meurtri aux saillies des rocs, tombant et me relevant ensanglanté, cherchant à boire ce sang qui m'inondait le visage, et attendant toujours que quelque muraille imprévue vînt offrir à ma tête un obstacle pour s'y briser. Où me conduisit cette course insensée? Je l'ignorerai toujours. Après plusieurs heures, sans doute à bout de force, je tombai comme une masse inerte le long de la paroi, et je perdis tout sentiment d'existence. Fin du chapitre 27. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en janvier 2010.